C'est une nulle en finance, a dit mon frère à ses invités de mariage. Elle ne comprend pas les affaires de base. Ces garçons d'honneur ont ri. J'ai répondu calmement, félicitations pour votre journée. Depuis ma table, j'ai envoyé un message, retirez tout le financement de Davison Tech Venture. Position totale de 127 millions d'euros. Le téléphone de son directeur financier a commencé à sonner pendant la réception. Je possédais Davison Tech. Mon frère Marcus a toujours eu besoin d'un public pour sa cruauté. Et sa réception de mariage avec 300 invités dans une salle de bal surplombant le centre-ville de Seattle était la plus grande scène qu'il ait jamais eue. J'aurais dû le voir venir. Le plan de table m'avait placé à la table 17, caché derrière une colonne décorative, tandis que des cousins éloignés que nous n'avions rencontrés que 2 fois étaient assis plus près de la table d'honneur. Maman avait appelé 2 semaines avant le mariage avec sa douce voix d'avertissement. Peut-être devrais-tu juste faire profil bas, ma chérie. Tu sais comment est Marcus quand il est stressé. Je savais exactement comment Marcus était. Je le savais depuis 28 ans. Notre famille fonctionnait sur une hiérarchie simple. Marcus était brillant, destiné à la grandeur, digne d'investissement. J'étais l'exemple à ne pas suivre, la fille qui avait gâché son potentiel en ne suivant pas le chemin approuvé. Pendant que Marcus obtenait son Master of Business Administration de Wharton, entièrement financé par nos parents, j'avais cumulé 3 emplois pour payer mes études dans une université d'État. Pendant qu'il lançait sa start-up technologique avec les relations de papa et le capital de maman, j'avais tranquillement construit quelque chose sur lequel il n'avait jamais pris la peine de m'interroger. Le truc, quand on est ignoré toute sa vie, c'est qu'on apprend à agir en silence. On apprend qu'expliquer ses raisons à des gens qui ont déjà décidé que vous ne valez rien est une perte de salive. On apprend à les laisser croire ce qui les fait se sentir supérieurs. Et on apprend que les documents sont un pouvoir. Marcus a lancé Davison Tech Venture il y a 4 ans avec la fanfare habituelle. Annonce lors des dîners de famille, couverture médiatique locale. Papa le présentant à tous les contacts professionnels de son réseau. L'entreprise développait des logiciels de logistique basés sur l'intelligence artificielle et, de toute évidence, elle était florissante. Série A de financement à 18 mois. Agrandissement des bureaux. Article dans les publications spécialisées qualifiant Marcus de prochain visionnaire technologique de Seattle. Ce que ces publications ne savaient pas, ce que personne dans ma famille ne savait, c'est que j'étais impliqué depuis le 3e mois. Les premiers investisseurs de Marcus s'étaient retirés après avoir vu son rythme de dépenses. Il dilapidait l'argent en mobilier de bureaux de luxe, voitures de société et salaires de cadre avant même d'avoir un produit viable. Son entreprise était à 6 semaines de la faillite lorsqu'un nouvel investisseur est apparu. Anonyme, silencieux. Les conditions étaient simples. 127 millions d'euros de financement par étape, aucun siège au conseil d'administration requis, indépendance opérationnelle totale pour la direction. Les seules conditions étaient des rapports financiers trimestriels et des critères de performance standards. Marcus avait signé sans poser de questions. Les hommes désespérés le font rarement. Cet investisseur anonyme était une société écran appelée Cascade Holdings Group. L'unique propriétaire de Cascade Holdings Group, c'était moi. Et j'avais passé 4 ans à regarder mon frère construire son empire avec mon argent pendant qu'il disait à tout le monde que je ne comprenais pas les concepts financiers de base. La réception de mariage était magnifique. Des lustres en cristal, des roses importées, un orchestre de 12 musiciens, le genre d'excès qui a du sens quand on se prend pour un génie de la technologie autodidacte. Marcus n'avait reculé devant aucune dépense, ce qui était ironique étant donné que rien de tout cela n'était en réalité son argent. Je portais une simple robe bleu marine, des bijoux minimalistes, les cheveux tirés en arrière. Invisible, exactement comme il me préférait. Les ennuis ont commencé pendant les toasts. Papa a commencé, prononçant un discours fier sur le sens des affaires et la détermination de Marcus. Mon fils a vu une opportunité et l'a saisie. Il a construit quelque chose à partir de rien par sa pure détermination et son intelligence. C'est l'héritage de la famille Davison. J'ai gardé un visage neutre. Laissons-le avoir son histoire. Puis Marcus a pris le micro. Il avait déjà bu plusieurs coupes de champagne, son visage était rouge d'alcool et d'attention. Sa nouvelle femme, Emily, se tenait à ses côtés, radieuse dans sa robe de créateur, la main posée sur son bras. Je veux remercier tous ceux qui ont cru en moi, a commencé Marcus. Du classique.
Il a remercié les investisseurs, en évitant soigneusement de mentionner que son plus gros investisseur était anonyme. Il a remercié son équipe. Il a remercié nos parents pour leur soutien indéfectible. Puis ses yeux se sont posés sur moi, à moitié caché derrière cette colonne. Vous savez, tout le monde dans cette famille ne comprend pas ce qu'il faut pour construire quelque chose de réel, a-t-il dit. Et j'ai senti le changement dans la pièce. Les gens se retournaient, essayant de deviner de qui il parlait. Certaines personnes pensent que le succès arrive tout seul. Que l'on peut sauter le travail acharné, le risque, le sacrifice. Il me regardait droit dans les yeux maintenant. Ma sœur, par exemple. Claire, assise là-bas, pense probablement qu'elle pourrait faire ce que je fais, mais elle ne comprend pas les affaires de base. Elle ne l'a jamais fait. C'est une nulle en finance qui ne peut pas comprendre la complexité de ce que j'ai construit. Les garçons d'honneur à sa table ont ri. Pas un rire social gêné. Un amusement sincère, comme s'il s'agissait d'une blague interne qu'ils avaient tous déjà partagée. Maman a baissé les yeux sur son assiette. Papa souriait légèrement, comme si Marcus était juste d'une honnêteté enjouée. Émilie semblait mal à l'aise mais n'a rien dit. 300 personnes me regardaient maintenant. Certaines avec pitié, d'autres avec une gêne par procuration, d'autres encore avec la satisfaction suffisante de voir quelqu'un d'autre se faire remettre à sa place. J'ai posé ma coupe de champagne très soigneusement. Je me suis levé, j'ai lissé ma robe et je me suis dirigé vers la table d'honneur. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la douce musique de fond. Marcus m'a regardé approcher avec ce sourire narquois familier. Celui qui disait qu'il avait gagné le jeu auquel il pensait que nous jouions. Je me suis arrêté à côté de lui, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit clairement, calmement, « Félicitations pour votre journée de mariage, Marcus. J'espère que vous et Émilie aurez une belle vie ensemble. » Puis je l'ai serré dans mes bras. Une véritable étreinte fraternelle qui, pour tout le monde dans cette salle de bal, ressemblait à un pardon gracieux. Ce qu'il ne pouvait pas voir, c'est que je lui chuchotais à l'oreille, « Profite de la réception. On parlera lundi. » Je suis retourné à ma table, j'ai pris ma pochette et je suis sorti de la salle de bal la tête haute. Personne ne m'a arrêté. Personne ne m'a suivi. J'y étais habitué. Dans le parking, je me suis assise dans ma voiture et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables. J'avais appris il y a longtemps que la vengeance est un plat qui se sert de préférence avec des documents et une précision juridique. J'ai ouvert mon application de messagerie sécurisée et j'ai tapé à Richard Chin, mon gestionnaire de fonds d'investissement. Retirer tout le financement de Davison Tech Venture. Position totale de 127 millions d'euros. Commencer la liquidation lundi matin. Préparer la documentation complète de saisie des actifs. Sa réponse est arrivée en 30 secondes. Confirmé. Notification au conseil d'administration? J'ai répondu, pas encore. Laissez le directeur financier le découvrir organiquement. Puis j'ai envoyé un deuxième message à mon avocate, Patricia Greenwood. Besoin de vous lundi à 8 h du matin. J'apporte les contrats de Davison Tech. Il est temps de faire connaître ma participation. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement avec vue sur l'eau, celui que j'avais acheté comptant il y a 3 ans, celui que ma famille supposait que je louais parce que comment quelqu'un comme moi pourrait-il s'offrir une propriété au bord de l'eau à Seattle? Je me suis versé un verre de vin, j'ai mis des vêtements confortables et j'ai sorti les dossiers de Davison Tech Venture que je tenais à jour depuis 4 ans. Chaque rapport trimestriel, chaque état financier, chaque dépense de plus de 10 000 euros, chaque échange de courriel avec l'équipe de Marcus, chaque évaluation des performances. J'avais été une investisseuse silencieuse, mais je n'avais pas été passive. La documentation racontait une histoire claire. Davison Tech Venture n'avait jamais réalisé de bénéfices. Pas une seule fois en 4 ans. L'entreprise survivait entièrement grâce à mon financement continu. Le succès de Marcus était une illusion comptable soutenue par mon argent pendant qu'il dépensait des centaines de milliers d'euros en voitures de société et en bonus pour les cadres. Mais je l'avais permis. Je l'avais regardé dépenser mon argent pour se forger une réputation de génie autodidacte. J'avais lu des articles le citant sur l'importance de croire en soi quand les autres n'y croient pas. Je l'avais écouté donner des interviews sur le fait de faire confiance à sa vision malgré les sceptiques. Et j'ai tout documenté. Samedi matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués de ma mère.
Je les ai laissés aller sur la messagerie vocale pendant que j'allais faire mon jogging habituel le long du front de mer. Quand j'ai finalement écouté les messages, ils suivaient un schéma prévisible. Message 1. Claire, chérie, je sais que Marcus a été un peu dur hier soir. Il avait bu. Rappelle-moi, s'il te plaît. Message 5. Claire, les gens ont remarqué. Message 12. C'est ridicule. Tu es trop dramatique. Marcus plaisantait. Rappelle-moi immédiatement. Message 17. Très bien. Sois puéril. Mais ce comportement est exactement la raison pour laquelle personne ne te prend au sérieux. Je les ai tous supprimés et je me suis préparé le petit déjeuner. Dimanche, j'ai passé la journée à revoir ma stratégie avec Patricia. Nous étions assises dans mon bureau à domicile. Les contrats et les documents d'entreprise étaient étalés sur mon bureau, nous construisions notre approche. Les contrats sont inattaquables, a dit Patricia en ajustant ses lunettes de lecture. Vous avez le plein droit de retirer le financement à tout moment. Il n'a aucun recours légal. Et les actifs de l'entreprise, ai-je demandé. Cela dépend de la structure du financement. Laissez-moi vérifier. Elle a feuilleté les pages. Ici, section 7.3. En cas de retrait du financement, tous les actifs achetés avec le capital de l'investisseur reviennent à la propriété de l'investisseur en attendant l'évaluation de l'entreprise et le règlement de la dette. J'ai souri. Donc, les bureaux, l'équipement, les véhicules de l'entreprise, tout est à vous si l'entreprise ne peut pas les racheter immédiatement, ce qui, d'après ces données financières, est impossible. Ils ont environ 48 000 € de liquidité et des coûts opérationnels mensuels de 600 000 €. Combien de temps avant la faillite ? 6 semaines, peut-être 8, s'ils trouvent un financement relais d'urgence, mais bonne chance pour trouver quelqu'un prêt à sauter dans ce pétrin. Patricia a levé les yeux vers moi. Claire, êtes-vous sûre de cela ? C'est votre frère. Il a très clairement montré ce qu'il pense de moi, ai-je dit doucement. Pendant 4 ans, j'ai financé son succès pendant qu'il disait à tout le monde que je suis incompétente. J'en ai assez d'être invisible. Lundi matin est arrivé avec une clarté cristalline. J'étais debout à 5 heures, habillé de mon tailleur gris anthracite, celui que je portais pour les réunions d'affaires sérieuses, et à mon bureau du centre-ville à 6h30. Cascade Holdings Group occupait une suite modeste dans un immeuble professionnel. Rien de tape à accent grave-l'œil. Je n'ai jamais eu besoin de tape à accent grave-l'œil. À 8 heures précises, Patricia est arrivée avec notre équipe juridique. À 8h15, j'ai envoyé le courriel de notification officielle au conseil d'administration et au directeur financier de Davison Tech Venture. L'objet était « Avis de retrait d'investissement et de revendication d'actifs ». Le corps du message était simple. Avec effet immédiat, Cascade Holdings Group retire tout financement de Davison Tech Venture et exerce ses droits contractuels de saisie d'actifs en attendant le règlement de la dette. Toutes les questions doivent être adressées au conseiller juridique indiqué ci-dessous. J'ai mis Marcus en copie. Je voulais qu'il le lise en même temps que son directeur financier. L'appel est arrivé à 8h47. Le directeur financier de Marcus, David Park, avait mon numéro direct depuis des années de rapports trimestriels. Sa voix était tendue. Mademoiselle Davison, je viens de recevoir un courriel de Cascade Holdings concernant un retrait de financement. Il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, David. Cascade Holdings exerce ses droits contractuels. Mais nous sommes en pleine expansion. Nous venons d'embaucher 12 nouveaux ingénieurs. Nous avons signé un bail pour des bureaux plus grands. Cela va détruire l'entreprise. Ce n'est plus mon problème. Puis-je demander pourquoi ? Nos indicateurs de performance ont été solides. Nous avons atteint chaque objectif. Les indicateurs que vous avez atteints ont été achetés avec mon argent tout en ne générant aucun revenu réel, ai-je interrompu. Cette entreprise n'a jamais été rentable, David. C'était un projet de vanité financé par quelqu'un que Marcus ne respectait même pas assez pour apprendre son nom. Il y a eu une longue pause. Que voulez-vous dire par quelqu'un que Marcus ne respectait pas ? Vérifiez les documents de propriété de Cascade Holdings Group, David. Vérifiez-les très attentivement. J'ai raccroché. 15 minutes plus tard, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. J'ai tout ignoré et j'ai envoyé un autre message à mon gestionnaire de fonds d'investissement. Procédez à l'inventaire des actifs.
Je veux une liste complète de tout ce qui a été acheté avec le financement de Cascade d'ici la fin de la journée. À 10h30, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau. Mademoiselle Davison, il y a un certain Marcus Davison ici. Il est très agité. Il n'a pas de rendez-vous. J'ai regardé ma montre. Plus vite que je ne l'avais prévu. Faites-le entrer. Marcus a fait irruption dans la porte comme une tornade, le visage rouge, portant toujours son costume de ce que je supposais être un départ de lune de miel hâtivement annulé. « Mais qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» J'ai fait un geste vers la chaise en face de mon bureau. « S'il te plaît, assieds-toi, Marcus. » Je ne m'assois pas. Tu es en train de détruire mon entreprise. Cascade Holdings retire tout son financement. As-tu la moindre idée de ce que cela signifie? J'ai une idée très précise de ce que cela signifie. Ton entreprise sera en faillite d'ici 6 semaines. C'est insensé. Pourquoi ferait-il ça? J'ai atteint tous les indicateurs de performance, tous les objectifs. Tu as atteint des indicateurs qui mesurent ta capacité à dépenser de l'argent, pas à en gagner, ai-je dit calmement. Davison Tech n'a jamais généré de profit. Pas un seul trimestre. C'est normal pour les startups technologiques en phase de croissance. Les revenus viennent plus tard. Tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça, ai-je acquiescé. Mais la plupart des investisseurs attendent un chemin vers la rentabilité. Une indication que l'entreprise finira par s'autosuffire. Ton modèle économique a été de continuer à dépenser l'argent de Claire pour toujours. Il s'est arrêté au milieu de sa tirade. Quoi? J'ai sorti un dossier et je l'ai fait glisser sur le bureau. Cascade Holdings Group, structure de propriété unique. Lis. Il a attrapé le document, ses yeux le parcourant rapidement. J'ai observé le moment exact où il a trouvé mon nom. Son visage est passé du rouge au blanc. C'est. Tu ne peux pas. C'est impossible. Les documents de constitution sont publics, Marcus. Je le suis depuis 4 ans. Tu n'as juste jamais pris la peine de vérifier qui finançait réellement ton empire autodidacte. Il a levé les yeux vers moi et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon frère complètement sans voix. Toi. A-t-il finalement réussi à dire 127 millions d'euros. Tu n'as pas ce genre d'argent. C'est une fraude. C'est une sorte d'arnaque. J'ai ce genre d'argent depuis avant que tu ne lances ton entreprise, ai-je dit. J'ai créé une société de conseil que j'ai vendue à une entreprise du Fortune 500 pour 340 millions d'euros quand j'avais 26 ans. J'ai passé les 6 dernières années à gérer mes investissements très attentivement, y compris en investissant dans la start-up de mon frère parce que, malgré tout, je voulais que tu réussisses. Non. Non. C'est insensé. Maman et papa l'auraient su. Ils me l'auraient dit. Je n'ai jamais rien dit à maman et papa. Pourquoi l'aurais-je fait? Pour qu'ils me disent que j'ai eu de la chance? Pour qu'ils expliquent que ça ne comptait pas vraiment? J'ai appris il y a longtemps que mes réussites ne correspondent pas au récit familial. Marcus serrait le document si fort qu'il se froissait. Et alors? C'est de la vengeance. J'ai fait quelques blagues à mon mariage et tu détruis mon entreprise. Tu m'as traité de nul en finance devant 300 personnes, ai-je dit doucement. Tu as passé 4 ans à te forger une réputation d'entrepreneur visionnaire en dépensant mon argent et en disant à tout le monde que je suis trop stupide pour comprendre les affaires. Ce n'est pas une blague, Marcus. C'est de la cruauté. Et j'en ai assez de la financer. Tu ne peux pas faire ça. Émilie et moi venons de nous marier. Nous sommes censés être en lune de miel en ce moment. Vous devriez l'être. Mais tu es venu ici à la place, ce qui me dit que tu comprends exactement à quel point c'est sérieux. Il s'est affalé sur la chaise, son arrogance précédente complètement dégonflée. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Des excuses? Quoi? Je ne veux rien de toi, Marcus. Ce n'est pas une négociation. Alors pourquoi? Pourquoi investir au départ si c'était juste pour tout détruire? Je me suis adossé à ma chaise, choisissant mes mots avec soin. J'ai investi parce que tu es mon frère. Parce que malgré tout, je voulais te voir construire quelque chose de réel. Je suis restée silencieuse parce que je pensais que tu finirais peut-être par comprendre. Que tu réaliserais que le succès exige plus que de dépenser l'argent des autres.
Que tu développerais une certaine humilité, une certaine décence humaine de base. Mais à ton mariage, en te regardant m'humilier pour te divertir tout en étant assis sur mon argent, c'est là que j'ai réalisé que tu ne changeras jamais. Tu ne me verras jamais comme autre chose que moins que toi. Alors pourquoi devrais-je continuer à financer ton illusion? Le téléphone de Marcus a vibré. Il y a jeté un coup d'œil et son visage est devenu encore plus pâle. Le conseil d'administration convoque une réunion d'urgence. David leur a probablement dit de vérifier la structure de propriété de Cascade Holdings. Ils sont sur le point d'apprendre que toute leur entreprise est construite sur le financement de la sœur que tu as publiquement moquée. Claire, s'il te plaît. Je suis désolé. J'étais ivre. Je me la jouais. Je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Tu l'as pensé chaque fois que tu m'as rabaissé. Chaque fois que tu m'as coupé la parole au dîner de famille, chaque fois que tu as expliqué aux gens pourquoi je n'ai pas autant de succès que toi. La seule différence, c'est que cette fois, tu avais un public. Son téléphone a vibré encore et encore. Qu'est-ce que je peux faire? Il doit y avoir quelque chose. Il n'y a rien que tu puisses faire. Les contrats sont clairs. Je retire mon investissement et je réclame les actifs achetés avec mon financement. Ton entreprise déclarera faillite. Ta réputation sera détruite et tout le monde saura que ton succès autodidacte était en fait la charité de ta sœur. Tu vas vraiment me ruiner pour ça? Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant le centre-ville de Seattle. Je ne te ruine pas, Marcus. J'arrête la subvention. Ce qui se passera ensuite n'est que la conséquence naturelle de la construction d'une entreprise sans modèle économique réel. S'il te plaît, a-t-il dit, et sa voix s'est brisée. Ne fais pas ça. Je m'excuserai publiquement. Je dirai à tout le monde la vérité. Je ferai tout ce que tu veux. Je me suis tourné pour lui faire face. Je ne veux pas de tes excuses, Marcus. Elles ne valent rien. Tu es seulement désolé parce que tu t'es fait prendre. Si je n'avais pas été Cascade Holdings, tu serais en lune de miel en ce moment, en riant de la sœur nulle en finance que tu as humiliée à ton mariage. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri, un rire sec et amer. Tu veux parler de ce qui est juste? J'ai financé toute ton entreprise, toute ta réputation, toute ta vie pendant 4 ans. Je l'ai fait en silence, ne demandant rien en retour, sauf un respect humain de base. Et tu n'as même pas pu me donner ça. Mon téléphone a vibré. Un message de Patricia. Inventaire des actifs terminé. Total des actifs saisissables, 47,3 millions d'euros en équipement, véhicules, mobilier de bureau et améliorations immobilières. L'entreprise dispose de 48 000 euros de liquidité. Faillite imminente. J'ai montré le message à Marcus. Il l'a lu et ses mains ont commencé à trembler. Cela va me détruire. Les investisseurs, les clients, la presse. Tout le monde saura que j'ai échoué. Tout le monde saura la vérité, les jeux corrigés. Que tu étais très doué pour dépenser l'argent des autres et très mauvais pour construire une entreprise durable. La même vérité que tu évites depuis 4 ans. Il s'est levé et pendant un moment, j'ai cru qu'il allait crier. Au lieu de cela, ses épaules se sont affaissées. Maman et papa vont devenir fous. Probablement. Ils me blâmeront, bien sûr. La fille qui a détruit les rêves de son frère par dépit. Vous aurez tous cette histoire pour vous souder. Ce n'est pas du dépit, n'est-ce pas? J'ai croisé son regard. C'est du respect de soi, Marcus. Quelque chose que j'aurais dû exiger de cette famille il y a longtemps. Son téléphone a sonné. Il a regardé l'écran. C'est David. Le conseil veut me parler. Tu devrais répondre. Tu as beaucoup d'explications à donner. Il s'est dirigé vers la porte, puis s'est arrêté. Pour ce que ça vaut, je ne savais vraiment pas que c'était toi. Je n'aurais jamais. Je veux dire, si j'avais su. Si tu avais su, tu aurais été plus gentil en face et tu aurais parlé de moi dans mon dos, ai-je dit. Garde tes excuses, Marcus. Nous savons tous les deux ce que tu penses vraiment de moi. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, il y a des conséquences. Il est parti sans un mot de plus. Je suis resté dans mon bureau, regardant la ville, ne ressentant rien de ce à quoi je m'attendais. Pas de triomphe,
pas de satisfaction, juste un épuisement profond, jusqu'à la moelle. Mon téléphone a sonné. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau. C'était la messagerie vocale de Marcus. J'ai éteint mon téléphone et j'ai demandé à mon assistante de retenir tous les appels. La nouvelle a éclaté mardi après-midi. TechCrunch a titré « La start-up de Seattle Davison Tech Venture fait face à la faillite après que l'investisseur mystère a retiré 127 millions d'euros ». Mercredi, ils avaient découvert qui était l'investisseur mystère. Le soutien secret de Davison Tech Venture et sa sœur, qui réclament les actifs après une humiliation publique. L'histoire est devenue virale. Les médias sociaux avaient des opinions, beaucoup d'opinions. Certains m'ont qualifié de mesquine. D'autres, d'héroïne. Certains ont débattu de la question de savoir si les affaires familiales devaient se mêler aux vendettas personnels. Je n'ai pas lu la plupart des commentaires. Jeudi matin, j'ai reçu une lettre recommandée de l'avocat de Marcus, une demande de négociation, offrant des excuses publiques et un remboursement partiel en échange de la restauration du financement. J'ai demandé à Patricia d'envoyer une réponse déclinant les négociations. Vendredi, je suis arrivé chez mes parents pour ce que je savais être notre dernier dîner de famille avant longtemps. Ils attendaient dans le salon. Les yeux de maman étaient rouges d'avoir pleuré. Papa avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en une semaine. Marcus était assis sur le canapé, fixant ses mains. « Comment as-tu pu faire ça ?» a commencé maman immédiatement. « À ton propre frère, la semaine de son mariage. J'ai retiré un investissement d'une entreprise en difficulté, ai-je dit calmement. Ce sont les affaires, maman. Je pensais que vous respectiez tous les affaires. Tu as détruit sa réputation. » Papa s'est levé, le visage rouge. Il ne travaillera plus jamais dans cette industrie. Les investisseurs se retirent de tout ce qu'ils touchent. Tu as ruiné sa carrière. Sa carrière était bâtie sur mon argent et mon silence. J'ai simplement cessé de fournir les deux. Pour une blague. Maman pleurait ouvertement maintenant. Il a fait une blague et tu as tout détruit. Ce n'était pas une blague. C'était 28 ans à m'entendre dire que je ne suis pas assez bien. Pas assez intelligente. Pas assez motivée. Pas assez digne. Le discours de mariage de Marcus a juste été le moment où j'ai décidé de ne plus l'accepter. Marcus a finalement levé les yeux. J'ai rédigé des excuses publiques. Reconnaissance complète de ton investissement. Tout le crédit pour le succès de l'entreprise. Si tu rétablis le financement. Non. Claire, s'il te plaît. Les parents d'Emily font pression sur elle pour qu'elle annule le mariage. Ils pensent qu'elle a épousé un escroc. Mon équipe quitte le navire. Je vais tout perdre. Tu vas perdre des choses que tu n'as jamais vraiment méritées, ai-je dit. Ta réputation était bâtie sur des mensonges, Marcus. J'enlève juste les fondations. Nous sommes ta famille, a crié maman. La famille se soutient mutuellement. Je les ai regardés un par un. Quand m'avez-vous jamais soutenu? Quand je cumulais 3 emplois pour l'université? Quand j'ai créé ma société de conseil? Quand je l'ai vendue pour 340 millions d'euros? Oh, attendez. Vous ne le saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé. Vous n'avez jamais demandé ce que je faisais, ni comment j'allais, ni si j'avais besoin de quelque chose. Vous avez décidé qui j'étais quand j'avais 18 ans et vous n'avez jamais pris la peine de mettre à jour vos suppositions. Ce n'est pas juste, a dit papa. Nous t'avons toujours aimé. L'amour n'est pas passif, papa. Ce n'est pas seulement se présenter au fait et tolérer la présence de quelqu'un. L'amour, c'est le respect, l'intérêt, le soutien. Des choses que vous avez données librement à Marcus tout en me traitant comme une obligation. Le silence est tombé dans la pièce. Finalement, Marcus a parlé doucement. Qu'est-ce que tu veux de nous, Claire? Dis-le-nous et nous le ferons. Je ne veux rien de vous. C'est ce que vous ne comprenez pas. Je ne vous punis pas pour obtenir quelque chose. J'en ai juste fini. Fini de financer l'empire de Marcus. Fini d'accepter des miettes de considération de cette famille. Fini d'être invisible. Alors, c'est tout? La voix de maman était faible. Tu nous tournes le dos à tous? Je tourne le dos à la version de moi que vous aviez tous besoin que je sois, ai-je dit. La fille ratée, la sœur financièrement illettrée,
celle envers qui vous pouviez tous vous sentir supérieur. Cette personne a disparu. Que vous vouliez une relation avec la personne que je suis réellement, cela dépend de vous. Je me suis levé pour partir. Claire, a dit Marcus. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Pas seulement pour le mariage. Pour tout. Je l'ai regardé. Il avait l'air sincère. Brisé, humilié, mais sincère. Je crois que tu es désolé, Marcus. Mais être désolé n'efface pas 4 ans de mépris. Ça ne reconstruit pas la confiance, et ça ne te donne certainement pas droit à mon argent. Je suis sorti de la maison de mon enfance pour ce que je savais être peut-être la dernière fois. 3 mois plus tard, Davison Tech Venture a officiellement déposé le bilan. Marcus a pris un poste de directeur des opérations dans une entreprise de logistique de taille moyenne. Un déclassement significatif, mais un travail honnête avec un salaire, pas une gloire empruntée. Émilie est restée avec lui. Cela m'a surprise. Leur mariage a survécu, bien qu'ils aient déménagé à Portland pour un nouveau départ. Maman et papa envoyaient des courriels occasionnels, des messages prudents et précautionneux qui évitaient de mentionner Marcus ou les affaires ou quoi que ce soit de substantiel. Je répondais poliment, mais je ne leur rendais pas visite. Je me suis jeté à corps perdu dans mon portefeuille d'investissement, travaillant avec des entreprises dirigées par des personnes qui avaient été rejetées comme moi. Des femmes à qui on avait dit qu'elles n'étaient pas assez agressives. Des immigrés à qui on avait dit qu'ils ne comprenaient pas les affaires américaines. De jeunes entrepreneurs à qui on avait dit qu'ils avaient besoin de plus d'expérience. J'ai investi dans leur vision, et quand ils ont réussi, comme beaucoup l'ont fait, je me suis assuré qu'ils sachent que j'avais cru en eux quand d'autres ne l'avaient pas fait. 1 an après le mariage de Marcus, j'ai reçu une lettre manuscrite de sa part. Claire, je ne demande ni argent, ni pardon, ni quoi que ce soit d'autre. Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que tu as essayé de m'apprendre. Le vrai succès ne repose pas sur les apparences ou l'argent des autres. Il s'agit de construire quelque chose qui tient debout tout seul. C'est ce que je fais maintenant, lentement, honnêtement, avec mes propres efforts. C'est plus difficile que tout ce que j'ai jamais fait. C'est aussi la première chose dont je sois vraiment fier. Tu avais raison à mon sujet, surtout. J'espère juste qu'un jour, tu croiras que j'ai changé. Marcus. J'ai classé la lettre et n'ai pas répondu. Peut-être qu'un jour, je croirai qu'il avait changé. Mais qu'il l'ait fait ou non, j'avais déjà changé. Et pour la première fois de ma vie, j'étais suffisante. Non pas en dépit de l'opinion de ma famille, non pas parce que je leur avais prouvé qu'ils avaient tort, juste parce que j'avais finalement décidé que je l'étais.